Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle de l'exploitation de la forêt boréale. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un milliardaire qui contrôle une bonne partie de la forêt publique québécoise. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle de Jackson Wijaya. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Empreinte sauvage. Mon nom est Patrick Bourgeois. C'est moi qui anime et produis cette balado-là. Empreinte sauvage, c'est quoi? C'est un espace où je me permets d'inviter des gens pour discuter d'environnement, de nature, mais toujours dans une perspective politique. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé dans le cadre de la balado. Hein, l'été, le dernier épisode, c'est le printemps passé. Moi, l'été, je trouve ça important d'aller sur le terrain pour illustrer la beauté du territoire dont nous avons la responsabilité. Je pense que c'est important pour le moral qu'on ne parle pas seulement des problèmes, mais que parfois aussi on montre à quel point c'est beau chez nous. Et c'est ce que j'ai fait cet été. Hein, j'ai parcouru la Jamaisie, l'Abitibi, le nord du lac Saint-Jean. Il y a 3 épisodes qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Allez voir ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a aussi un épisode sur le lac Leblanc. Hein. C'est un lac qui se trouve au nord de Bécomo. Et à cet endroit-là, cet été, j'ai photographié des aurores boréales. J'étais avec un grand-duc. C'est extraordinaire. L'épisode est en ligne. Mais surtout, c'est que c'est à côté d'une forêt ancienne. Je ne le savais pas au moment où j'ai fait l'épisode. Alors, je vais y retourner dans les prochains jours pour vraiment rentrer dans la forêt. Il y a des arbres là qui ont plus de 300 ans. Ça fait je vais aller vous filmer ça, vous faire découvrir ça pour qu'on puisse mieux parler de l'exploitation de la forêt boréale. L'exploitation dont on est témoin au Québec actuellement, ça fait disparaître les forêts anciennes. Et là, on va en visiter une dans le cadre de ma chaîne YouTube. Mais avant de repartir sur le terrain, je trouvais que c'était important que je relance la balado. C'est pour ça que, aujourd'hui, on a un épisode. J'en ai un autre qui va sortir durant la semaine qui vient. Hein, je vais parler avec quelqu'un qui est impliqué dans le dossier du port de Contrecœur. Hein. Je rappelle que le port de Montréal a pour projet d'agrandir le port de Contrecœur, puis ça menace évidemment des écosystèmes. On retrouve dans ce secteur-là du Chevalier Cuivré, de l'Arénette Faugrillon. Alors, je vais avoir quelqu'un qui va parler de ça dans mon studio virtuel. Ça va sortir quelque part au courant de la semaine qui vient. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Frédéric Grégoire. C'est un jeune homme, un étudiant qui vient d'Abitibi, qui étudie à Montréal. Et lui a décidé d'utiliser son talent pour informer les gens concernant le projet de loi 97, concernant l'exploitation de la forêt boréale, concernant Jackson Wijaya, qui est le propriétaire de la compagnie Paper Excellence qui possède au Québec Domtar et Résolu. Frédéric a fait une super bonne, une vidéo super efficace sur YouTube. Il y a 30 000 vues au moment où on se parle, pour vraiment présenter ce qu'il y a au-dessus. Hein, c'est la structure de pouvoir, la structure économique au-dessus de la forêt boréale. C'est un travail d'une précision chirurgicale qu'il a fait, tout appuyé par des sources. Et il nous en parle aujourd'hui. Avec lui, on va parler de la forêt boréale et de Jackson Wijaya. Et on introduit maintenant l'ami Frédéric. Je te salue, mon cher. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va très bien. Je tiens tout d'abord à te remercier d'avoir accepté mon invitation pour participer à ma balado. Hein, c'est un endroit où on mélange politique et affaires environnementales. Je t'ai invité pour qu'on discute de la forêt boréale, pour qu'on discute de ta vidéo. Puis je tiens vraiment à te féliciter. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Tu as fait un super bon travail pour
détricoter, pour nous présenter la structure qui est au-dessus de l'exploitation forestière actuellement, là, ce qui est inquiétant avec le projet de loi 97, avec des grosses multinationales qui sont en train de s'installer dans notre forêt. C'est un travail d'information citoyenne que tu as fait et qui est très bien fait. Hein. Je tiens vraiment à le souligner. Tu as appuyé tes dires avec des sources et c'est pas, ça sent pas le complotisme de fond de cave. C'est vraiment bien fait. C'est honnête. C'est même balancé. Hein. Je veux dire, tu sais, à un moment donné dans la vidéo, tu dis, ben, il y a des choses que moi je peux pas démontrer. Je vous présente ça. Mais tu sais, moi j'étais pas, tu sais, c'est ce que tu dis dans la vidéo. Moi j'étais pas dans le bureau quand ils se sont rencontrés puis ils discutaient de ceci ou de cela. Ça fait que ça, c'est vraiment bien fait. Je pense que c'est vraiment important dans le contexte actuel que des jeunes, que des citoyens, que des Québécois prennent la parole puis qu'ils informent. Parce que là, moi, j'ai une formation en journalisme, j'ai travaillé comme journaliste et je dois te dire que je suis pas mal critique à l'égard de bon, je dirais pas mes confrères, là, parce qu'ils vont dire, t'es qui, toi? Mais je suis pas mal critique parce que tu sais, ce que tu nous racontes dans cette vidéo-là, c'est ultra pertinent, c'est super important, puis les journalistes, ils ne font pas cette job-là. Ils ont peut-être pas l'espace pour être capables de faire tout ça, mais tu sais, ce qu'on apprend là-dedans, c'est super important. Puis là, je suis content, là, je suis décollé, mais je vais te laisser parler, inquiète-toi Il n'y pas. a pas de stress, je t'écoute. Puis tu sais, dans le contexte actuel, moi, ça fait des semaines maintenant que je m'ostine sur le dossier de la forêt, l'état de la forêt, avec monsieur, madame, tout le monde, des forestiers aussi. Puis ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une méconnaissance, mais très, très, très profonde par rapport à la situation. Tu sais, je me fais encore servir là, la métaphore du grand jardin. Tu sais, une forêt, là, pour beaucoup de Québécois encore aujourd'hui, une forêt, c'est faut à coupe, puis c'est comme un jardin, tu récoltes tes carottes, puis c'est pas grave, ça repousse. Je me suis fait sortir des sornettes. 20-30 ans, ça paraît plus. Il y en a même un cette semaine qui me dit 6-7 ans, c'est réglé, on s'en rend même plus compte. Alors que, hein, on sait que c'est pas ça pantoute. Euh, je me fais encore servir. Chaque arbre coupé, on en plante 4. C'est totalement faux. C'est à peu près 20% des coupes qui font l'objet d'une plantation. Personne n'est vraiment au courant de l'impact négatif de ces plantations-là. C'est de la monoculture. Bref, il faut remettre beaucoup de pendules à l'heure, puis c'est vraiment beaucoup de travail parce il y a des gens qui sont très remontés quand tu commences à les brasser dans leur méconnaissance. Mais ta vidéo, je pense que quand j'ai regardé la dernière fois, tu étais rendu à 30 000 vues sur YouTube. C'est vraiment génial. Ça fait vraiment œuvre utile. Ceci étant tout dit, raconte-moi donc comment tu as eu l'idée de décoller ce travail-là. Pourquoi tu as fait ça? Ben moi, à la base, là, si j'y vais de manière très large, mon but, c'est de faire de la production de contenu sur YouTube. Fait que ça peut me servir comme un CV pour une job future. Là, en ce moment, je suis encore en études, il me reste 1 an. Mais idéalement, ce que j'aimerais faire, ce serait de continuer avec mon propre contenu puis d'en faire mon revenu. Puis ma niche, si on veut, c'est le développement durable du Québec. Là, j'ai fait ce choix-là au printemps. Puis j'ai commencé à faire de la recherche au départ sur le projet de loi 97. Puis c'est ça qui OK. m'a amené de fil en aiguille à découvrir Jackson Wijaya. Puis là, plus que je faisais de la recherche, plus que je me disais, ça n'a pas de bon sens que le monde ne sache pas c'est quoi cette histoire-là au Québec. Fait que tu sais, de base, moi j'ai une formation, j'étais à l'école, fait qu'il faut tout le temps que je vérifie mes sources, fait que je garde cette même méthode-là. Puis je pense que Très c'est bonne vraiment chose. important, c'est ça, c'est vraiment important, surtout que, tu sais, le monde, ils savent pas je suis qui, là, je suis juste un gars sur Internet. Fait que je peux pas m'appuyer sur une réputation que j'ai déjà de bâtie d'être quelqu'un d'intègre. Fait que je me suis dit, il faut vraiment que je mette de l'avant les sources. Pour ça, je le répète plusieurs fois dans le documentaire, va vérifier mes sources. Je les ai rendues publiques, j'ai mis ça dans un Google Drive, puis j'ai mis le lien vers le Google Drive dans la description sur YouTube. Puis je te le dis dans la vidéo, va voir mes sources, là, fais-moi pas confiance. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça a quand même bien pogné aussi. Parce que le monde s'est dit, lui, j'ai pas besoin de me fier à ce qu'il me dit, je peux juste vérifier par moi-même. Voilà. Fait que c'est ça. Puis l'histoire, en fait, de Jackson Wijaya, si je peux faire un petit résumé, Ben, c'est un, vas-y. OK, c'est un milliardaire indonésien. Le fait qu'il soit milliardaire, ça va être peut-être plus important. Je vais faire la loupe plus tard. Mais dans le fond, ce gars-là, il vient d'une famille
qui a fait ses milliards en exploitant les forêts en Indonésie. Mm. Puis la compagnie principale s'appelle Asia Pulp and Paper. Eux autres sont actifs en Indonésie, puis ils sont accusés de graves violations de droits humains, de destruction environnementale, d'éco-blanchiment, de non-respect de la législation environnementale, malgré le fait que la législation environnementale en Indonésie est vraiment médiocre. Je peux juste donner un exemple. C'est l'exemple que je commence dans la vidéo. Je commence avec cet exemple-là pour décrire un peu c'est quoi le comportement de cette entreprise-là. Il y a un groupe de sous-contractants de sécurité contractés par Asia Pulp and Paper qui sont allés dans une communauté autochtone en Indonésie et qu'ils ont chassé tout le monde avec des gaz lacrymogènes puis en tirant des balles dans les airs. Ils ont chassé tout le monde du village. Dans tout ce chaos-là, il y a 2 enfants qui sont décédés. Un enfant de 2 ans puis un bébé de 2 mois, juste à cause de tout le brouhaha. Puis ensuite, une fois que le village a été évacué par la force, il y a des images vidéo de ça, on le voit dans le documentaire. Ils ont mis le feu au village, ils ont tout sacré ça à terre avec des bulldozers, puis après ça, ils ont mis une plantation, juste pour avoir plus d'espace, pour être capable de planter plus d'arbres. Fait que ça, c'est le genre de personne à qui on a affaire maintenant au Québec, parce que Jackson Wijaya est maintenant propriétaire depuis 2023 de Résolu. Résolu, qui est la plus grande compagnie forestière du Québec. Comment ça fonctionne, dans le fond, le système d'exploitation des forêts au Québec, les forêts publiques, je veux dire, c'est que le gouvernement octroie des garanties d'approvisionnement. Fait que ça, dans le fond, c'est un contrat avec les compagnies forestières. Le gouvernement dit, OK, je te donne le droit d'enlever tant de mètres cubes de bois de la forêt, mais en échange, tu me dois tant de dollars par mètre cube de bois en redevance. Puis en Puis, passant, hein, je te laisse continuer, mais vas-y. le gouvernement vérifie même pas. Hein, c'est les compagnies qui disent OK, on a coupé de temps, on a respecté. Il n'y a même pas de On pourra en vérification parler sur le plus terrain. tard, ça n'a aucun bon sens non plus. C'est ahurissant. Quand je disais ça, j'étais comme, ben voyons donc, voir que notre système fonctionne de même en 2025, c'est tellement évidemment biaisé pour le bien des compagnies forestières puis pour le détriment de tous les autres acteurs de la forêt, j'en reviens pas. C'est de même dans tous les dossiers, Frédéric. Chez Stablex, j'ai parlé beaucoup de Stablex, là, je fais une petite parenthèse à côté, mais chez Stablex, là, le ministère de l'Environnement surveille même pas ce qui rentre dans le trou. C'est très, très obscur, les déchets toxiques qui viennent des États-Unis qui rentrent sur le site de Stablex à Blainville. La forêt, on vérifie pas c'est qui coupe, puis ben, on vérifie c'est qui coupe, mais je veux dire, c'est la compagnie qui finit par te dire, oui, on a respecté ceci, la bande riveraine a été respectée. Il y a pas de surveillance sur le terrain. Mm-hmm. Fait que c'est ça pour. Ben, j'ai pas de misère à te croire, pour vrai. C'est sûr que moi, j'ai pas fait de recherche sur Stablex, mais je me fie à toi de ce côté-là. Puis ça Et pourrait aussi bien! ça pourrait être un sujet, justement, que j'aimerais peut-être traiter dans le futur, mais c'est ça, pour l'instant, je me concentre sur l'industrie forestière parce que T'en as en masse avec ce dossier-là. j'essaie de faire comprendre aux gens que crime, ça n'a pas de bon sens, là. Cet investisseur-là, bon, si je prends un pas de recul, OK, Jackson Wijaya, propriétaire de Résolu, il possède 25% des garanties d'approvisionnement du gouvernement du Québec. Puis si fais le lien justement avec le projet de loi 97, projet de loi 97, c'est en faisant de la recherche là-dessus que j'ai découvert l'existence de Jackson Wijaya. Résolu, il dépense des sommes très grandes pour faire du lobbying auprès du gouvernement. Puis là, il y a le projet de loi 97 qui a été déposé en avril dernier par Maïté Blanchette-Vézina, qui fait l'objet des manchettes ces temps-ci. On pourra en jaser ça aussi. Puis, dans le fond, ce projet de loi-là, il a été critiqué par la vaste majorité des acteurs qui ont un intérêt dans les forêts du Québec. Le projet de loi, si je peux faire un petit résumé rapide, dans le fond, c'est la réforme du régime forestier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au Québec, nos forêts publiques, on les gère publiquement. Fait qu'il y a différents groupes qui ont des intérêts. Il y a l'industrie forestière qui veut couper des arbres. Il y a les syndicats de travailleurs forestiers qui veulent assurer la pérennité des emplois. Il y a les groupes environnementaux qui veulent protéger la biodiversité. Il y a les chasseurs-pêcheurs qui veulent accéder au territoire aussi. Il y a les Premières Nations, il y a des pourvoiries, etc., etc. Puis le projet de loi 97 propose de changer la manière que tous ces acteurs-là vont s'entendre à choisir qu'est-ce qu'on fait avec tel secteur, tel secteur. Puis le projet de loi est hautement contesté par pratiquement tous les acteurs sauf l'industrie forestière. Puis justement, Maïté Blanchette,
Ouais. Justement, Maïté Blanchette-Vézina a dit, mot pour mot, ça, j'en revenais pas. Pour vrai, quand j'ai écouté cette entrevue-là, là, sa sortie qu'elle a faite pour demander à François Legault de quitter, elle a dit mot pour mot que son but, dans le fond, qu'est-ce qu'on lui avait donné comme objectif du cabinet du premier ministre, c'était de mettre de l'avant les intérêts de l'industrie forestière. Ça a sorti de sa bouche, ces mots-là. Ah, ouais. C'est terrible. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Mais je te dirais que, tu sais, elle a juste osé le dire. Tu sais, elle était un peu maladroite, là, cette dame-là. Là, tu sais, on l'a eu dans le dossier Stablex, on l'a eu, tu sais, bon, c'est une dame qui est assez maladroite. Mais elle a dit tout haut ce qu'on sait. Là. Je veux dire, tu sais, c'est qui le boss de la forêt au Québec, là? C'est ces grandes compagnies-là forestières qui coupent et qui coupent et qui coupent. Tu sais, moi, j'invite les gens à aller voir parce que, tu sais, moi, je respecte beaucoup ta démarche parce que oui, tu as tout appuyé tes sources. Moi, quand je vous dis on coupe trop. Tu sais, là, j'ai mis dernièrement sur Facebook là, les cartes des coupes des 20 dernières années. Le Québec est coupé, 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 puis on coupe trop souvent aux mêmes endroits, ce qui fait disparaître des écosystèmes importants, les forêts anciennes, etc. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, ces grandes compagnies forestières-là, ils emmènent vraiment large parce que, tu sais, c'était l'industrie forestière au Québec, à venir jusqu'à assez récemment, c'était environ 2,5 du PIB. Fait que, on comprend qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a des emplois. Là, ils sont en train de s'effondrer. Ils sont rendus à 1,5 du PIB à peu près. Parce que, tu sais, c'est une industrie qui va mal, pas juste à cause des caribous, qui va mal, point. Tu sais, je veux dire, on n'a jamais été dans une. On n'a jamais adopté une stratégie de deuxième transformation. On est encore dans l'exportation de ressources, des ressources premières. Tu sais, le rapport Coulomb disait faire de la deuxième transformation au Québec. Tu sais, on est vraiment encore dans l'exportation de 2 par 4 puis de pâte à papier. Mais tu sais, à un moment donné, ça a des limites, tout ça. Là. Mais tu sais, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que tu sais, puis tu l'expliques bien dans ta vidéo, mais de nous faire le portrait, tu sais, là, tu nous parles de Résolu. Il y a Domtar aussi qui maintenant appartient à Paper Excellence. Brosse-nous donc le portrait de cette compagnie-là, Paper Excellence, au Québec, au Canada. Jackson Wijaya est arrivé au Canada en 2007. La première usine qu'il a achetée, c'est en 2007. C'était en Alberta, si je me trompe pas. Lui, il était surtout dans l'ouest du Canada au début. Fait que Paper Excellence commence en 2007. Là, avec les années, il achète de plus en plus d'usines. Il accapare de plus en plus des grandes parts du marché en Amérique du Nord, surtout. En 2021, il achète Domtar. Domtar, qui Ouais. est un acteur majeur en Amérique du Nord. Puis en 2023, avant 2023, en 2021, une fois qu'il achète Domtar, il change le nom de Paper Excellence pour l'appeler Domtar. Fait que Paper Excellence, Domtar, depuis 2022 ou 2023, c'est la même chose. C'est synonyme, si on veut. On peut l'utiliser interchangeablement. Puis en 2023, il achète Résolu. Puis là, c'est là que ça devient un problème pour le Québec parce que Résolu, comme j'ai dit tantôt, est la plus grande compagnie forestière du Québec. C'est la compagnie qui fait le plus affaire avec le gouvernement pour exploiter nos forêts publiques. Fait en gros, c'est ça l'historique de qu'est-ce qui a amené Jackson Wijaya jusqu'ici. Je sais pas si tu voulais quelque chose de plus précis. Ben, il arrive d'où, lui, Jackson Wijaya? Tu sais, ben, fais-moi les liens aussi, tu sais, avec, tu sais, on a entendu dire qu'il était en lien avec le grand conglomérat indonésien Asia Pulp and Paper, Sinormas. Tu sais, là, on les a au Québec. On sait que Paper Excellence, Jackson Wijaya, il contrôle à peu près 25% de la forêt publique québécoise. Mais dans le monde, c'est quoi exactement? C'est quoi ses liens, lui? Mm-hmm. Le grand-père de Jackson Wijaya a starté une compagnie, a commencé une compagnie qui s'appelle Sinormas. Sinormas Group, c'est comme une compagnie parapluie dans laquelle il y a tout plein de petites autres compagnies. Puis cette compagnie-là, c'est ça qui vaut 19 milliards de dollars. Fait que c'est une entreprise familiale de Jackson Wijaya qui a été commencée au début en Indonésie. Fait que quand je parlais tantôt là, des violations de droits humains, Ouais. puis de la destruction environnementale très grave qui se trouve en Indonésie, c'est la famille Wijaya qui est responsable de ça. Puis avec le temps, avec les décennies, je pense que Sinormas, ça a commencé dans le début des années 80. Avec les décennies, la compagnie a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est un joueur majeur. C'est la plus grande compagnie qui produit des pâtes et papiers sur la planète. Ça, c'est sans compter tous les autres produits du bois.
Ils font de l'huile de palme, ils font du papier, tout plein de produits. Puis ils se sont diversifiés ailleurs. Mais si on reste dans ce sujet-là de la pâte à papier, c'est la plus grande entreprise de la planète. Puis si on fait la liste des numéros 2, 3 et 4, c'est toutes des entreprises publiques. Sauf que Synormas Group, c'est privé. Puis Asia Pulp and Paper, dans le fond, la compagnie qui est responsable de violation de droits humains, elle appartenait jusqu'à novembre 2024 au père de Jackson Wijaya. Fait qu'il y avait un petit peu, si on veut, je sais pas le terme en français, plausible deniability, qui pouvait dire, bon, Jackson Wijaya est propriétaire de Paper Excellence qui est au Canada, puis le père à Jackson est propriétaire de Asia Pulp and Paper qui est en Indonésie. Fait qu'on pouvait dire, bon, les liens sont quand même séparés, mais là, depuis 2024, il y a une certaine distance, même si, tu sais, on s'entend que c'est son père. Ouais. Parce que Le Monde, hein, tu as sûrement vu passer l'article du journal Le Monde là, qui avait parlé de les accointances puis les liens entre ces différentes compagnies-là. Parce que c'est une. Le groupe Synormas, c'est une grosse construction. Il y a beaucoup d'obscurantisme là-dedans. Puis dans ta vidéo, tu démontres bien en plus qu'il y a usage de paradis fiscaux puis des affaires de même. Fait que c'est pas toujours évident de savoir qui là-dedans. Là. C'est ça. Ça va m'amener à ça. Dans le fond, je veux juste dire avant ça, en novembre 2024, ça a été rendu officiel que le père à Jackson lui lègue la compagnie Asia Pulp and Paper. Fait que là, c'est là qu'il y a une ampoule qui s'est allumée, si on veut, au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a demandé à Jackson Wijaya de se présenter devant le comité permanent des ressources naturelles pour témoigner, pour dire, bon, là, tu as une compagnie en Indonésie qui est responsable de violation de droits humains. Tu as une compagnie au Canada qui est peut-être liée. Fait que ça a été mon point d'entrée, si on veut, à rechercher, bon, c'est quoi les liens entre ces deux compagnies-là? Puis j'ai trouvé que finalement, il y a des liens vraiment pas subtils, des choses qui sont très faciles à vérifier par toi-même. Je te donne toutes les indications de comment faire par toi-même dans la vidéo, justement, si tu vas aller sur Google puis taper, qu'il n'y a pas de distinction tellement où il n'y en avait pas jusqu'à il y a très peu entre Asia Pulp and Paper et Paper Excellence. Les deux sont gérés sous un même parapluie, Synormas. Puis c'est Synormas qui décide qu'est-ce qui se passe avec la gestion des entreprises. Puis une des raisons qui est suspectée, pourquoi est-ce qu'il ferait ça, pourquoi est-ce qu'il viendrait au Canada chercher nos arbres, puis être capable après ça d'exporter sur les marchés internationaux, c'est que nous autres, on a du bois qui est très propice à créer des produits qui sont beaucoup plus souples. Tandis qu'en Indonésie, leurs arbres sont ils poussent super rapidement, les fibres sont longues, puis ça fait que les choses que tu voudrais produire, les papiers, mouchoirs, qui ont besoin de fibres plus souples, au bout du compte, ils nécessitent des arbres qui poussent plus lentement puis dans certains climats spécifiques. Puis nous autres, au Canada puis au Québec, on a ce type d'arbres-là. Fait que c'est payant pour Synormas Group d'être capable d'aller prendre nos fibres souples puis de les mélanger avec les fibres plus rigides qui sont extraites en Indonésie pour être capable de faire un produit final. Ah ouais, je savais pas ça, tabarouette. OK, c'est pour ça qu'ils sont tous rendus chez nous à nous écœurer. Là. Ben, c'est sûr que l'accès à n'importe quelle forêt, c'est bon pour une compagnie forestière, mais c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'ils sont autant intéressés, de ce que j'ai compris, à venir exploiter ici au Canada spécifiquement. OK. Puis en plus, je pense, tu sais, dans ta vidéo, tu parlais, tu sais, de les Pays-Bas, puis tu sais, le Paper Excellence, tu sais, ils sont pas le siège social, je pense que de cette succursale-là est au Canada, mais c'est quoi les liens avec les Pays-Bas puis les îles Vierges puis tout ça? Es-tu capable de nous l'expliquer? Paper Excellence, c'est une compagnie qui est enregistrée au Canada. OK. Mais après ça, tu vas avoir d'autres compagnies vers lesquelles les fonds vont se diriger. Fait que l'histoire là, des paradis fiscaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste un endroit qui te permet de pas payer d'impôts. C'est un endroit qui te permet de brouiller les cartes, de ne pas avoir à fournir de comptabilité, ce qui fait en sorte qu'une fois que l'argent entre dans le paradis fiscal, c'est impossible de savoir où elle s'en va après. C'est surtout ça le gros usage des paradis fiscaux. Fait que Paper Excellence, qui est au Canada, veut se distancer le plus possible de Synormas Group et de Asia Pulp and Paper à cause des antécédents d'Asia Pulp and Paper, etc., comme on a déjà discuté. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est que la compagnie canadienne Paper Excellence va envoyer l'argent à une autre compagnie qui s'appelle Paper Excellence BV, qui est aux Pays-Bas. Puis, pourquoi
je pense, qui se sont installés aux Pays-Bas spécifiquement, c'est que le Canada a une convention fiscale qu'on appelle avec les Pays-Bas, ce qui fait en sorte que ils peuvent payer moins d'impôts quand l'argent sort du pays. Normalement, quand l'argent sort du Canada, il faut payer 25 d'impôts. Mais là, grâce à la convention fiscale OK. entre les deux pays, ils peuvent payer juste 10 d'impôts. Fait que on s'entend, moins d'argent dans les coffres de l'État. Puis ensuite, une fois que l'argent part du Pays-Bas, elle s'en va aux îles Vierges britanniques. Puis les îles Vierges britanniques, c'est selon un calculateur de force des paradis fiscaux, si on veut, c'est le plus grand paradis fiscal, c'est le plus euh, avantageux des paradis fiscaux pour les entreprises multinationales. Fait que l'argent se retrouve dans le paradis fiscal, puis à partir de là, ça devient impossible de la traquer. Fait que c'est comme brouiller leur piste, dans le fond. Puis ça, c'est pas juste, ça, c'est juste un exemple. Si j'avais juste cet exemple-là, ça pourrait être plus facile de dire, ouais, mais peut-être qu'ils font juste ça pour les avantages côté moins payé de taxes, mais qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux entreprises. Mais non, il y a beaucoup plus que ça. Le lien entre les entreprises Asia Pulp and Paper et Paper Excellence, je pense qu'il est, je veux pas dire qu'il est indéniable, là, mais je peux pas imaginer comment est-ce que ça a été accepté, cette transaction-là, de laisser autant de forêts publiques à cet acteur-là. Parce que, juste donner un autre exemple, il y a un lanceur d'alerte, quelqu'un qui travaillait pour Synormas Group, qui a contacté une journaliste en Nouvelle-Écosse, au Canada. Ça, je pense que c'était en 2021. Cette journaliste-là elle avait écrit un livre sur une usine. J'oublie le nom pour l'instant, mais en tout cas, c'est une usine en Nouvelle-Écosse qui était possédée par Paper Excellence, justement, puis qui était responsable de dégâts environnementaux quand même Ouais. importants. Fait que le lanceur d'alerte avait ciblé cette journaliste-là, puis il avait dit, moi, j'ai travaillé dernièrement pour Synormas Group, puis je sais qu'est-ce qui se passe dans ces bureaux-là. L'équipe de Asia Pulp and Paper, puis l'équipe de Paper Excellence au Canada, c'est la même équipe. C'est eux autres qui gèrent, c'est eux autres qui prennent les décisions financières, c'est eux autres qui prennent les décisions à savoir, bon, qu'est-ce qu'on investit où, qu'est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on s'arrange pour faire l'exportation aussi, pour faire le mix entre les différents produits. C'est tout géré comme une seule entité, Mhm. secrètement, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre que ce soit rendu public, ça n'aurait pas de bon sens. Ouais, puis il y Puis, en a plusieurs, hein, des sources comme ça de l'interne qui ont parlé. Tu sais, Greenpeace en a fait état, le journal Le Monde, que tu sais, ils se sont vraiment défendus, tu sais, Paper Excellence, puis Asia Pulp and Paper, c'est normal de tout être des affaires assez distinctes, puis de travailler en toute indépendance, mais dans les faits, c'est pas vrai. Tu sais, tu le démontres dans ta vidéo, il y a plusieurs articles de journaux qui démontrent que, tu sais, les gens au Canada prenaient leurs informations puis leurs consignes du Asia Pulp and Paper Group puis des affaires comme ça. Fait que, tu sais, quand tu dis les liens, ça serait assez... je me sens à l'aise de dire que les liens sont solides entre les deux entités. J'avale, tu sais, je m'en vais dans le même sens que toi, j'endosse ça moi aussi, là. mm-hmm. Ce qui est à savoir maintenant, c'est est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Jusqu'à dernièrement, c'est assez difficile de le nier, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça prendra une investigation pas mal plus poussée que ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour le prouver hors de tout doute. Mais Mais pourquoi tu sais, Jackson Wijaya, lui, il veut pas y aller? Là, tu sais, sur ton comité, là, tu parles de ça dans ta vidéo, là, le ouais. comité des ressources naturelles au fédéral, là, tu sais, qui il voulait... Parce que il n'y a pas juste toi puis moi qui est inquiet. Là. Il y a des députés qui font leur job aussi, il y a des parlementaires, il y a des gens dans les institutions qui se disent « Hey, ça n'a pas vraiment trop de bon sens qu'on ait donné la forêt publique au Canada à cette compagnie-là. » Au Québec, on parle de 25 %. Dans le reste du Canada, c'est une affaire... au Canada, en général, je pense qu'ils contrôlent 4 fois la superficie de la Nouvelle-Écosse en termes de forêt publique. Fait que là, tu sais, eux autres, les parlementaires, ils se sont dit « Hey, Jackson, viens donc nous raconter ça, là, tes liens avec Asia Pulp and Paper, puis c'est quoi la construction, finalement, de cette compagnie-là qui pêche par obscurantisme volontaire, là. » Mm-hmm. Dans le fond, ce comité-là, comité permanent des ressources naturelles qu'on appelle, c'est un comité qui est formé de différents députés au niveau fédéral. Puis comme tu dis, eux autres aussi, quand ils ont entendu parler de l'histoire de Jackson Wijaya, ils se sont dit, OK, il faut le convoquer, ce gars-là, puis poser des questions sur les liens entre les deux entreprises. Puis ça a été fait justement, toute cette histoire-là du comité qui
convoque Jackson Wijaya, ça a été fait à partir de l'investigation de la journaliste en Nouvelle-Écosse. Fait qu'eux autres, quand ils ont lu ça, ils ont dit, bon, on va convoquer Jackson Wijaya. En 2023, ils l'ont convoqué 2 fois. Les 2 fois, il a répondu en disant qu'il était trop occupé, qu'il ne pouvait pas se présenter. Fait qu'il a envoyé à la place des représentants de son entreprise. Il y a le président directeur général de Domtar, John Williams, qui est allé, puis qui a témoigné. Puis qui disait, c'est très clair, il n'y a aucun lien entre les 2 entreprises, malgré le fait qu'on lui mettait on lui disait toutes les preuves que j'ai mis dans le documentaire, on lui demandait par rapport à ça, puis il disait tout le temps, non, il n'y a aucun lien entre les 2 entreprises. Fait que là, ce sujet-là est un petit peu comme resté dans l'ombre, si on veut, parce que, le comité, il n'y a pas juste ça à faire. C'est comme c'est une excuse que je leur donne, si on veut, là. Mais pendant 1 an, il n'y a eu aucun avancement de ce côté-là. Puis c'est quand que c'est devenu officiel que Jackson Wijaya héritait de la compagnie de son père en novembre 2024. Là, ils ont dit, OK, là, on va te convoquer une 3e fois, puis là, il faut que tu te pointes, là, ça n'a aucun bon sens, il faut que tu témoignes. Mais le problème, c'est que les élections fédérales sont arrivées, fait que ça a mis fin aux activités parlementaires. Mais entre-temps, en mai dernier, le Globe and Mail a sorti un article, une entrevue avec Jackson Wijaya, dans laquelle Jackson Wijaya a dit, ben, moi, je serais ouvert à me présenter. S'il me convoque, je vais y aller. En fait, il n'a pas dit s'il me convoque, je vais y aller. Il a dit s'il m'avait convoqué, j'y serais allé avec plaisir. Mais tu sais, c'est facile de dire ça une fois que le projet a été cancellé. Sauf que là, ça nous amène à maintenant. Les activités parlementaires ont recommencé le 15 septembre. Puis, j'ai discuté avec Mario Simard cette semaine. Mario Simard, c'est le vice-président du Comité permanent des ressources naturelles. Il est aussi député de Jonquière pour le Bloc québécois. Puis, il m'a dit, lui, qu'il allait remettre la motion sur la table. OK. Pour convoquer Jackson Wijaya. Sauf que faut que cette motion-là soit adoptée, il faut qu'elle soit approuvée par le président du comité, qui est dans le Parti libéral, il s'appelle Terry Duguid. Puis moi, dans le documentaire, dans le fond, j'ai créé une pétition à l'endroit de ce monsieur-là, Terry Duguid, pour demander de convoquer Jackson Wijaya. Puis Mario Simard m'a dit qu'il allait utiliser ma pétition pour faire sa motion, pour mettre plus de poids dans la balance, si on veut. Parce que ce que Mario Simard m'a dit, c'est que lui, c'est important pour lui ce sujet-là parce qu'il est député de Jonquière, mais sur son comité, il y a plein d'autres députés de partout au Canada, puis ils ont tous des intérêts différents. Fait qu'il faut qu'ils choisissent où investir leurs ressources, si on veut. Fait que je sais pas si ça pourrait avoir vraiment une incidence, le fait de signer la pétition ou pas. Tu sais, je sais pas à quel point ça peut avoir du poids, sauf que elle est dans les mains de la bonne personne, puis il va s'en servir exactement pour l'objectif qu'on essaie d'aller chercher. Ça peut pas nuire, en tout cas, ça, c'est sûr. Ça peut pas nuire, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, dans le cadre de mon travail en photo, je me promène beaucoup sur le territoire québécois, tu sais, puis je vais voir beaucoup l'état de la forêt, que ça soit, cet été, j'ai fait, je pense, 4000 km pour regarder l'état de notre territoire. J'ai participé au blocus parce que, tu sais, il y a des gens comme toi qui font de l'information citoyenne pour qu'on comprenne mieux le dossier. Il y a des gens qui sont vraiment sur le terrain, des Inuits, des Atikamekw, des Québécois, qui sortent de force les compagnies forestières qui coupent et qui coupent et qui coupent. Puis, tu sais, moi, moi, j'ai fait une couple de jours ces blocus. J'ai pas fait 3 mois comme mon ami David Langevin, là, qui est un engagement exemplaire dans ce dossier-là. Mais tu sais, ce que les gars me racontent, c'est que quand ils sont confrontés à des compagnies comme des coopératives forestières, il y en a beaucoup des petites coopératives au Québec, il y a façon de discuter avec ces gens-là. Quand c'est Domtar résolu, oublie ça. Fait qu'on a vu des... Ah non, ils coupent. Il n'y a rien pour les arrêter. Ils sont pas parlables. Paper Excellence, c'est lié avec Asia Pulp and Paper. Le bilan environnemental de cette compagnie-là est internationalement abject. Tu sais, tantôt, tu nous as parlé des trucs avec le village, puis les droits humains. Mais cette compagnie-là, pâte et papier, ils sont aussi dans l'huile de palme. Je vais te raconter, tu sais, dans ta vidéo, je vais te laisser tantôt nous parler des milieux humides là-bas. En Indonésie, ce qu'ils ont fait, puis les impacts que tu as bien soulignés dans ta vidéo. Moi, je vais te parler d'un cas qui est en lien avec le groupe Sinormas, qui est en lien, puis tu sais, encore une fois, c'est une construction tentaculaire. Sinormas,
Après ça, tu as la Asia Pulp and Paper. Ils ont eux autres aussi, Sinormas, le groupe qui s'appelle Golden Veroleum. Puis après ça, tu as plus l'air, il faut que je me rappelle des noms. Puis Golden Veroleum, ça appartient à Golden Agri Resources. C'est tout en lien avec Sinormas, avec Asia Pulp and Paper. Puis eux autres, en Afrique, ils ont fait de quoi? Ils sont dans l'huile de palme. Golden Veroleum, c'est l'huile de palme. On sait à quel point l'huile de palme, tous ceux qui se sont intéressés au dossier du Nutella, je fais une blague, mais on sait que c'est des plantations qui sont ultra néfastes pour l'environnement. Puis Golden Veroleum ont obtenu au tournant des années 2010. Puis, tu sais, c'est pas des vieilles histoires qu'on raconte. C'est quand même des affaires qui sont assez récentes. 2010, ils se ramassent un 220 000 acres au Libéria. Le gouvernement du Libéria leur concède ça. Les forêts qui s'apprêtaient à raser étaient à haute valeur écologique. Là-dedans, il y avait des chimpanzés, des crocodiles nains, des pangolins. Ils s'apprêtaient à raser tout ça pour faire des plantations d'huile de palme. Évidemment, il y a des gens là-bas qui se sont dit, ça n'a pas de bon sens. Au premier chef, Alfred Brownell. Puis là, j'invite les gens à s'informer sur cet homme-là. C'est un très bel être humain. Lui, il s'est dressé, il a dit, viens, on va pas laisser couper toutes ces forêts-là pour ça. Puis tu sais, tantôt, ce que tu nous parlais avec le village, puis les exactions, puis les enfants qui sont morts, ils ont brûlé le village, les pépines pour arracher tout ça, pour être sûr qu'ils ne viendront plus déranger personne. Tu sais, ce grand groupe-là est très peu respectueux des droits des Autochtones, des populations locales. Puis Alfred Brownell, quand il s'est dressé contre eux, il s'en est rendu compte parce qu'il a été victime d'intimidation, de menaces de mort. Aujourd'hui, il est en exil depuis 2019, autour de 2019, il est parti en exil, il s'est sauvé d'Afrique, maintenant il est installé aux États-Unis. Il a reçu le prix excusez mon accent en anglais, le Goldman Environmental Prize pour tout son engagement, parce qu'il a réussi à les faire suer. Il a réussi à sauver la majeure partie de ces forêts-là au Libéria contre ces planteurs d'huile de palme. Mais aujourd'hui, là, il a créé un bureau d'avocats qui est en droit environnemental pour essayer de défendre ceux qui se dressent contre des compagnies comme ça. Puis tu sais, c'est eux qu'on a présentement dans nos forêts. Je te parlais des blocus. Nous, ici, OK, on n'a pas d'orang-outan, on n'a pas les chimpanzés puis tout ça, mais on a le caribou forestier. Moi, quand je me promène, là, puis que je vois à quel point on a rasé la forêt boréale partout sur l'ensemble du territoire québécois. Là, il y en a qui me disent « Ouais, mais là, ça repousse 20-30 ans, c'est correct. » 20-30 ans, c'est pas une forêt mature, c'est une forêt immature. C'est au moins 80 ans pour avoir une forêt mature. Puis une forêt dite ancienne, c'est 120 ans à peu près. Puis c'est ça que une espèce comme le caribou forestier, comme la marque d'Amérique aussi, parce que tu sais, quand on dit caribou forestier, c'est une espèce parapluie. Il y a d'autres choses en dessous. C'est ça qu'on est en train de pousser c'est des espèces comme ça qu'on pousse dans ces derniers retranchements. Puis c'est ces gens-là, Paper Excellence, en lien avec Asia Pulp and Paper, qui ont le sort de ces espèces-là entre les mains. Moi, j'ai pas confiance une motadite minute que ces compagnies-là vont faire attention d'une façon ou d'une autre. J'ai pas confiance que le gouvernement du Québec est vraiment outillé pour faire face à ces compagnies-là. J'aimerais ça que tu me parles du bilan environnemental d'Asia Pulp and Paper à l'échelle mondiale avec les exemples que tu as dans ta vidéo. OK. J'ai pas d'exemple ailleurs qu'en Indonésie. Moi, j'ai surtout regardé les activités à cet endroit-là, mais je peux te parler de ça. Dans le fond, Asia Pulp and Paper, ils ont un paquet de plantations sur une île en particulier qui s'appelle Sumatra. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, là, en Indonésie, le régime gouvernemental était vraiment répressif, puis ouvert à l'exploitation pour s'enrichir encore plus sur le dos de la population. Fait que tout ça se faisait en collaboration, si on veut, avec les entreprises. Fait que l'exploitation, dans le fond, là, autour des plantations, le plus gros problème environnemental, c'est que les plantations se retrouvent dans des sols tourbeux. Ouais. Ça, là, ça veut dire que c'est du sol qui est vraiment très humide. Puis les arbres qui sont plus faciles à exploiter, l'acacia notamment, ils poussent eux autres dans des sols plus secs typiquement. Fait que pour être capable de faire plus de production,
la compagnie doit faire du drainage de tourbe, qu'on appelle. Fait qu'ils creusent des canaux pour que l'eau s'évacue de la tourbe, puis ça leur permet de planter les bons arbres qui vont pousser plus vite. Mais le problème, c'est que, tu sais, en Indonésie, c'est pas loin de l'équateur, il fait vraiment chaud. Fait que les sols humides, ils sont dans un écosystème, puis ça fait des centenaires, des millénaires que ça évolue comme ça, puis c'est pour une raison que le sol est aussi trempe, là. Mais si ça sèche, les feux de forêt deviennent dégueulasses. Ça n'a aucun bon sens, là. Je pense que c'est assez facile à réaliser, j'ai pas besoin d'en dire plus. En 2015, il y a eu des feux de forêt massifs en Indonésie, puis les foyers de feux de forêt étaient pratiquement tous directement dans les plantations ou juste à côté. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça devait mal, là. Puis en 2015, juste ces feux de forêt-là ont ajouté plus de gaz à effet de serre que la Russie à l'atmosphère. Fait que, tu sais, la Russie, c'est, je pense, le 4e pays le plus émetteur. Mais juste les feux de forêt en Indonésie, 4 fois plus. Puis juste les plantations de Asia Pulp and Paper, juste cette compagnie-là, là, ça émet plus de gaz à effet de serre à chaque année que le pays de la Norvège. C'est pour donner une idée à quel point c'est nocif pour l'environnement, cette pratique-là. Puis, justement, ça revient à mon point de tantôt, la régulation environnementale en Indonésie est vraiment faible. Fait qu'ils sont permis de faire des pratiques comme ça à cet endroit-là. La distinction que je ferais versus le Québec, c'est vrai que c'est inquiétant d'avoir cette compagnie-là, mais c'est vrai qu'on a des meilleurs systèmes en place pour protéger nos forêts. Mais là, si on reparle un petit peu du projet de loi 97, la régulation risque d'être réduite. Fait que, tu sais, moi, je veux pas donner l'impression non plus que je pense que le Québec va devenir comme l'Indonésie en termes de régulation environnementale. C'est vraiment pas ça que je veux prétendre. Mais même si on fait des activités qui sont une petite fraction aussi nocive pour l'environnement, pour la cohésion sociale, pour les travailleurs sur le territoire, que ce qui se passe en Indonésie, c'est quand même très inacceptable. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ben, je te dirais même, tu sais, c'est super ton exemple parce que, tu sais, drainage des tourbières en Indonésie, tu perturbes des écosystèmes, ça crée des conditions propices pour des feux de forêt qui sont dévastateurs. Mais ici, c'est un peu la même chose qu'on fait. Je vais te donner l'exemple des feux de 2023. Les feux de 2023, je pense que tout le monde se rappelle à quel point le Québec a flambé cette année-là. Je pense que c'est une affaire comme 5% de la forêt commerciale qui a brûlé. Je me rappelle, c'est sous toute réserve, là, 5%, là, c'est peut-être 4, c'est peut-être 4,2, là, mais c'est autour de 5%. C'était dans de la plantation. Il y a beaucoup de plantations qui ont passé, parce que je te ramène les cartes, on a tellement coupé partout que, évidemment, qu'il y a 20% des coupes forestières font l'objet de plantations. C'est de la monoculture. C'est du résineux qu'on plante. C'est du gaz. Hein? Henri Jacob, si les gens veulent aller voir, là, il l'explique très bien dans un entretien que j'ai eu avec lui. C'est un expert d'Action boréale. Il raconte très bien comment le résineux, ça flambe en tabarouette. Puis en 2023, quand ça l'a rentré dans ces jeunes plantations-là, c'était plus éteignable. Puis surtout qu'au Québec, on a une frontière nordique où on coupe pas en haut. C'est à peu près autour du 51e parallèle. On coupe en bas, pas en haut, mais en haut, si le feu pogne, on n'éteint pas. ça a brûlé en tabarouette. Puis là, tu sais, il y a une inquiétude tant des forestières que du gouvernement du Québec par rapport à ces feux-là de 2023, parce que, puis encore une fois, Henri Jacob l'explique bien, les arbres étaient immatures, donc les cocottes sont pas nécessairement ultra performantes, là, si je me permets d'utiliser ce terme-là. Puis ça a tellement brûlé fort que ça brûle jusqu'au sol. Les forestières et le gouvernement du Québec ont peur qu'une grande partie des feux de 2023, ça va devenir des landes, que ça repoussera pas naturellement. Parce que si on fait du 20% de reboisement avec des plantations, le 80% autre, on laisse ça à la régénération naturelle. Mais si ça repousse pas là, là, il parlait de, OK, si on est obligé de replanter tout ça, ça va coûter des milliards. C'est épouvantable ce que ça va entraîner. Donc, c'est ça. Le point, c'est, moi, je suis d'accord avec toi. On n'a pas un contexte qui ressemble à une dictature là, ici au Québec. Il y a quand même un encadrement environnemental qui est fait.
Sauf qu'on est laxiste, tu sais, tantôt, d'entrée de jeu, quand on discutait, tu sais, on parlait de la non-surveillance dans différents dossiers. Le ministère de l'Environnement, c'est minuscule. Ministère des Ressources naturelles, tu sais, le ministère de l'Environnement, souvent, on dit qu'il est là pour faire en sorte que les compagnies se démêlent dans les lois environnementales puis qu'ils soient capables de faire ce qu'ils ont à faire, là. C'est bien, j'avais jamais entendu ça, mais c'est bien dit, je trouve. Ben, c'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, oui, on coupe trop. La plantation, autant là-bas, tu sais, ils ont drainé les milieux humides. Tu sais, dans le sud du Québec, moi, je suis vice-président de l'organisme Ciel et Terre. On est installé à Longueuil. C'est la protection de la rainette Faugrillon. Essentiellement, c'est de défendre les derniers milieux humides qu'on draine au Québec partout. Tu sais, on a détruit, c'est 90% des milieux humides dans la région de Montréal qui ont été détruits au fil des ans. Tu sais, c'est pas beaucoup mieux que ce que eux autres font là-bas, là, tu sais, je veux dire, ils drainent, puis là, tu te rends compte que, tu sais, je suis sûr que moi, Asia Pulp and Paper, ils se sont pas dit, on va drainer les tourbières, puis ça va être super, on va foutre le feu avec ça, tu sais, c'était pas ça leur plan, sauf que c'est ça qui arrive, quand tu fais juste travailler en fonction de l'économie, puis que tu utilises l'environnement à des fins capitalistes, sans penser plus loin que le bout de ton nez, ben, tu provoques des situations comme celle-là. Je te donnerais une autre affaire, un autre exemple sur la non-surveillance. Moi, je me promène beaucoup sur le territoire avec mon drone. Le drone, ça permet d'avoir un point de vue. Moi, je suis capable de l'envoyer à une couple de kilomètres de la télécommande, puis je le lève à 1 kilomètre dans les airs. Tu vas me dire, j'ai pas le droit, je m'en fous, je le fais pareil. Fait que ça permet de voir à quel point les CPRS, les coupes avec protection et régénération du sol, ça c'est le nouveau terme pour dire on fait plus de coupe à blanc, on fait ça. T'sais, ils sont censés laisser des petits îlots de forêt non perturbés pour faire comme un peu la nature. T'sais, quand le feu pogne, il brûle pas tout, ça saute à des places, puis quand tu as une épidémie ou un chablis, ben, il reste des bouts de nature qui vont se permettre de se régénérer. Mais quand tu regardes vraiment les CPRS, de quoi ça a l'air, là que ça ressemble à une coupe à blanc. Ils sont censés aussi protéger 20 mètres des cours d'eau. On appelle ça la bande riveraine. Je vais te montrer mes images, mon ami. Là. 20 mètres, c'est vraiment pas assez de toute façon. Là. On sait l'impact que ça a sur les milieux de truites mouchetées et tout ça. Puis c'est même pas respecté. Fait que tout ça pour dire que le bilan environnemental de Asia Pulp and Paper à l'international. Toi, tu nous as parlé des tourbières en Indonésie. Moi, je t'ai parlé de ce qu'ils ont fait en Afrique. On peut lire les rapports de Greenpeace puis tout ça, qui accusent vraiment Asia Pulp and Paper de faire ce que tu expliques bien dans ta vidéo, là, du greenwashing, de dire, OK, nous, on va protéger les forêts, on va faire attention, mais finalement, tu te rends compte que depuis, Greenpeace soulignait que depuis une dizaine d'années, ils ont détruit encore 75 000 hectares de forêts tropicales d'importance première. Ils continuent parce que ce qui les motive, c'est vraiment l'argent. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on ait des institutions qui contrôlent ces compagnies-là. Mais là, tu nous parles PL 97. Tu nous parles beaucoup dans la vidéo du lobbying, qui investissent beaucoup d'argent pour influencer les politiques gouvernementales dans le sens de leurs intérêts. Et même, puis ça, moi, j'en suis jamais revenu. Pierre Fitzgibbon, qui est au service de Jackson Wijaya, je te laisse nous expliquer ça. C'est quasiment une blague, hein? C'est quasiment une caricature, mais c'est la réalité. Ouais, c'est complètement fou. Pierre Fitzgibbon, l'ancien ministre de l'Économie et de l'Énergie de François Legault, est maintenant conseiller pour Jackson Wijaya. Pierre Fitzgibbon, il a déjà travaillé pour Domtar, il a été vice-président des années 90. Ouais. Puis là, maintenant, c'est ça, il conseille Jackson Wijaya. Puis il y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties dans les médias traditionnels là-dessus. J'ai vraiment fouillé, mais j'ai juste trouvé un article à ce sujet-là de La Presse qui parle du fait que Jackson Wijaya allait avoir une rencontre personnelle avec François Legault. Puis dans l'article, le journaliste pose des questions à Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon dit « Moi, j'ai rien à voir avec cette rencontre-là. Je pense que j'ai la citation exacte. Je n'ai pas le droit et je n'ai pas le goût. » Il dit « J'ai pas le droit parce que ça fait moins de 2 ans qu'il n'est plus ministre de la CAQ. Fait que quand ça fait moins de 2 ans, tu n'as pas le droit de faire d'activité de lobbying. » Puis il dit « J'ai pas le goût. J'ai pas le goût, c'est sûr, c'est illégal. Fait que tu vas pas dire... » On s'entend que t'as pas le goût, là. Mais il a quand même dit que c'était un bon propriétaire.
c'est un bon... Il dit, ouais, c'est une bonne personne, c'est un bon propriétaire. Moi, en tout cas, je le connais pas personnellement, mais avec tout ce que j'ai lu, je suis pas prêt à dire que c'est une bonne personne puis un bon propriétaire. Puis, En tout cas, c'est sûr qu'il fait pas partie d'un groupe qui a une réputation exemplaire, là. non, ça c'est sûr. Puis le 8 mai, Jackson Wijaya a eu une rencontre personnelle avec François Legault. Là, on n'a pratiquement pas d'informations. La seule information qu'on a par rapport à cette rencontre-là, c'est un tweet, un X, que François Legault a publié. Puis il dit que dans le fond, qu'il a rencontré avec Jackson Wijaya pour parler de l'avenir de l'industrie forestière ou quelque chose de même. Puis il dit Jackson Wijaya supporte 5000 emplois au Québec, quelque chose de même. Fait que là, je me suis mis à fouiller un petit peu plus sur c'est quoi, dans le fond, qui se passe au Québec avec Domtar. Puis j'ai réalisé que Domtar, il y a une usine à papier à Gatineau qui veut le transformer en usine de carton. Le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, a déjà dit qu'il allait investir, donner une subvention à Domtar pour faire la transition de cette usine-là. Puis ils ont dit que ce serait un des investissements les plus importants de l'histoire du gouvernement fédéral dans une entreprise privée locale. Là, si tu as suivi l'histoire, une entreprise privée locale, c'est pas une entreprise locale, pas en tout. Je sais pas d'où ils sortent ça. Puis là, ça m'amène au gouvernement provincial. Moi, je suis pas mal sûr que Jackson Wijaya veut une subvention du gouvernement provincial parce que je me fie aussi à une usine en 2019 en Colombie-Britannique qui a fait la même chose. Ils ont fait une transition puis ils ont reçu un financement du fédéral et du provincial. Fait que ça ferait du sens que Jackson Wijaya ait rencontré François Legault pour lui demander une subvention pour son usine. Là, on parle d'un multimilliardaire qui demande une subvention pour maintenir des emplois dans la région. Puis, tu sais, on s'entend que si on fait pas plus de recherche que ça, pour les politiciens, ça paraît quand même bien. Je veux pas dire qu'il y a un complot de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que si tu es un politicien, là, puis quelqu'un vient te voir, puis qui te demande une subvention pour son usine, faut que tu fasses ton travail un peu, là. Je veux pas dire lui personnellement, mais il peut déléguer des tâches à des gens qui vont travailler pour lui, puis faire le background check, puis s'assurer que cette compagnie-là est fiable, puis qu'elle veut protéger les intérêts des Québécois, puis du territoire québécois. Mais là, tu fais un peu de recherche, tu te rends compte que c'est pas le cas du tout, là. Puis si tu fais pas plus de recherche, justement, ça paraît bien de dire « Hey, j'ai donné une subvention à telle compagnie », c'est toujours ça que les politiciens disent, pour protéger ton emploi, pour créer un emploi, pour ramener tant de gens à l'usine. Sauf que tu peux pas juste te fier à ça, là, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important que les gens s'informent plus là-dessus, parce que si tu fais juste lire les titres d'un journaux, là, j'en ai lu pas mal par rapport à Paper Excellence au Canada, c'est tout le temps ça. Subvention pour créer tant d'emplois, pour ramener tant de gens à l'usine. Mais soutenir l'économie, là, c'est pas juste créer des emplois sur une courte échelle de temps, parce qu'on s'entend que ces activités-là, s'ils sont pas durables, les emplois, ils vont se perdre au bout du compte pareil, là. Fait que c'est comme si tu cours à planche, là, 100% vers un mur. Puis tu te dis, ouais, mais si je ralentis, il y a des emplois qui vont se perdre. Ouais, mais si tu continues de courir à planche vers le mur, l'industrie peut juste pas continuer à long terme, là, puis ça va être au détriment des prochaines générations. C'est ça le problème. Exactement. Tu sais, moi, dans ce dossier-là, tu sais, je fouillais, bon, quand tu commences à t'obstiner, puis tout ça, tu te rends compte que les gens qui vont réagir dans ce dossier-là, c'est beaucoup les gens, tu sais, de Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Abitibi. Puis, tu sais, souvent, c'est ce qu'on me dit, tu sais, ouais, mais tu sais, notre village, nous, il vit grâce à l'industrie forestière. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu leur dis ah ben là, tu sais, c'est pas normal qu'on donne de l'argent pour financer telle compagnie puis une subvention, mais eux autres, ils veulent parce qu'ils veulent soutenir leur emploi. Puis on comprend ça. Ben oui. Puis moi, j'ai jamais dit dans ce dossier-là, puis tu sais, ça, des fois, tu sais, des gens qui me critiquaient puis qui me dénonçaient, ils disaient on va pas arrêter de couper des arbres, tu t'essuies les fesses, c'est quoi, toi? Tu sais, bon, des genres d'affaires de même. Là. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de couper tous les arbres. Moi, j'ai dit qu'il faut le faire dans une perspective durable, de pas tout scraper, de faire en sorte que la forêt soit capable de se régénérer, puis que finalement, on ait une forêt en santé. Ce qui n'est pas le cas actuellement. La forêt n'est pas en santé et ça va être dommageable pour, pas juste le caribou, pour les communautés locales qui, à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que tout est en train de s'effondrer, qu'il n'y en a plus de bois à couper, c'est déjà ce qui coupe. Moi, je me promène dans un chantier, là, les arbres qui coupent, c'est petit en tabarouette, parce que pour faire de la pâte à papier, tu n'as pas besoin d'avoir un arbre pour faire du 2x4. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de tout petits arbres qui se coupent. On est dans un contexte
de bouleversement climatique. Bon, là, on ne fera pas le débat, savoir si c'est d'origine anthropique ou pas, là, ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Mais le fait est que le climat se réchauffe. Ça, il faut vraiment... je pense que juste les tenants de la Terre plate qui peuvent me dire que c'est pas vrai. Là. Bon. Mais tu sais, le climat qui se réchauffe, ça vient avec des feux de forêt de plus en plus intenses. Tu sais... Fred, ça aussi, là, excuse, je te coupe, là, mais ça aussi, là, c'est... Vous allez le voir, ceux qui ne le croient pas dans les prochaines années, là. Tu sais, c'est... Je veux pas ridiculiser les gens, tu sais. On a plein de choses à faire dans notre vie. On n'a pas tout le temps de se concentrer sur ce genre de sujet-là, OK? Mais c'est important de garder une ouverture d'esprit, d'essayer de voir, et ça se peut-tu que j'ai tort sur certains sujets, ça se peut-tu que je puisse apprendre des choses? Puis, si tu fouilles un petit peu, là, tu vas te rendre compte que la fréquence des feux de forêt, elle va continuer d'augmenter. Puis que tu y crois ou pas, tu vas être témoin de ça dans les prochaines années. Puis c'est pas de dire que ça va devenir de plus en plus intense puis que ça va topper à chaque année. C'est de dire que de manière générale, ça va être de pire en pire. Puis il faut prendre acte de ça. Puis j'ai eu une discussion avec Alissane Simard, la directrice de Nature Québec, puis elle me disait justement que le forestier en chef, en ce moment, ne prend pas du tout en compte le fait que la fréquence des feux de forêt va augmenter dans son calcul de possibilités forestières. Ça, c'est un problème énorme. Puis ça, là, Fred, là, moi, j'ai un rapport qui est sur le site du ministère des Ressources naturelles. J'ai pas trouvé ça, il suffit dans le fond d'une cave avec un idiot qui fait des vidéos sur YouTube. Là. C'est un rapport d'ingénieur forestier qui est sur le site du ministère des Ressources naturelles qui dit, en lien avec ce que tu es en train de souligner, que la possibilité forestière, elle doit être révisée à la baisse dans un contexte d'intensification des feux de forêt. C'est des ingénieurs qui disent, à un moment donné, tu sais, on est en train de tout placer un contexte qui va être dévastateur. De plus en plus de plantations de monoculture. On sait que ça flambe, c'est du gaz. Henri Jacob nous l'explique bien. On sait que les feux, tu sais, moi, on me disait dans les reproches qu'on me faisait, bon, mais si on coupe pas les forêts, ça va brûler de toute façon. Tabarnak, la fréquence cyclique des incendies, c'est pas aux 50 ans, là. T'sais, j'ai mis une carte sur Facebook, là, je l'ai mis, là. C'est des vrais chiffres qui viennent du ministère des Ressources naturelles. Basse-Côte-Nord, les feux passent aux 1000 ans. Dans le sud du Québec, c'est aux 500-800 ans. La place où ça passe le plus, c'est le coin du lac Mistassini puis tout ça, parce que c'est vraiment historiquement du conifère. C'est que là, ça brûle plus souvent. Là, c'est aux 100-150 ans. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on resserre tout ça avec réchauffement climatique, avec le fait il y a de la machinerie dans le bois, mon ami, en veux-tu, en v'là. Le feu de 91 à Bécomo, là, c'est un feu historique. Moi, cet été-là, là, à 2 heures d'après-midi, il faisait noir comme si c'était la nuit. Les chars étaient recouverts de cendres, c'était la nuit. Les problèmes respiratoires, ça a été ça tout l'été. Puis ce qui avait sacré le feu, c'était un gars avec son tracteur, je sais pas le nom de cet appareil-là, de ce véhicule-là. Il avait bypassé, il avait court-circuité le système de sécurité pour pas que ça chauffe. Puis là, évidemment, le moteur a chauffé. Puis il a sacré le feu dans le bois. Fait que t'as beaucoup plus de machinerie. Donc, t'as des risques, t'as beaucoup plus d'humains qui se promènent à gauche, à droite. Tu sais, aujourd'hui, les statistiques nous disent que, oui, OK, les feux naturels, les éclairs, ces affaires-là, c'est 2 fois moins souvent fréquent que de causes accidentelles des humains. Les feux de canne à l'épin, une cigarette tirée dans le bois, des affaires de même. Okay. Fait que c'est sûr que là, tu sais, dans un contexte où t'as... Puis on l'a vu encore cet été avec l'Ouest qui brûle. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les arbres qui ont brûlé, puis je me promène dans un brûlis. J'ai fait la Trans-Taïga, ben pas toute parce que j'étais trop déprimé, là, mais j'ai fait un bout de la Trans-Taïga cet été. Ça, c'est des feux de 2023 qui sont là, qui n'ont pas été éteints. C'était en haut du 51e parallèle. Hey, c'est brûlé sur des centaines de kilomètres, tu vois plus rien. Oui, les compagnies forestières se disent, on va aller chercher ces arbres morts-là, mais il faut que tu le fasses super vite parce que les insectes rentrent là-dedans. Ça prend pas de temps. Fait que c'est pas bon longtemps, là, tout ça. Là. Fait que bref, c'est juste ça. À un moment donné, c'est d'essayer de voir comment on peut encadrer cette activité-là pour qu'il y ait un avenir pour les communautés et les écosystèmes.
Ouais. Tu sais, c'est pas normal qu'on se dise, puis je me suis fait servir aussi cet argument-là aussi. Là, crisse-moi à paix. Oh là, j'ai sacré. Sac-moi à paix avec tes 9 caribous. Il suffit d'un enclos à Rouyn-Noranda. On perdra pas nos jobs pour 9 caribous. Couillard, il avait dit la même affaire à peu près. Oh, je ferais pas perdre une job pour un caribou. Mais c'est parce que le problème, c'est pas juste le caribou. Allumez vos lumières, là. C'est l'ensemble de l'œuvre qui fonctionne pas. Et c'est les impacts que ça a aussi pour les communautés locales qui vivent de ça. Mhm. Ouais, ben l'exemple du caribou, c'en est un très bon, je pense. C'est pas juste une espèce, là. C'est le canari dans la mine de charbon, comme ils disent. Il faut y porter attention, c'est important. Puis tu parles là d'aller chercher des solutions pour les communautés. Ça serait pas si compliqué que ça. Je suis vraiment pas un expert là-dedans, là, mais je peux te dire quelque chose d'assez sommaire puis d'assez simple, à mon sens, que le gouvernement du Québec ne fait pas en ce moment, mais qui devrait faire en faisant la réforme du régime forestier, c'est de s'assurer que la transformation supplémentaire se fasse. Ça, c'est-à-dire, là, plutôt que de juste de sortir des arbres de la forêt, faire de la pâte et papier ou faire des panneaux d'aspanite puis exporter ça direct, tu fais de la transformation supplémentaire. Tu sors l'arbre de la forêt puis tu crées un meuble avec. Tu crées des panneaux préfabriqués. Tu crées des biofuels, biocarburants. Tu fais des choses qui font en sorte que ça va créer plus d'emplois en amont, en aval. Ça va créer plus d'emplois en aval de l'exploitation de cet arbre-là. Ouais. Ça va contribuer à l'économie, ça va créer plus de valeur. Puis on s'entend que si tu fais juste, mettons, on prend un exemple bien simple. Tu prends un arbre, tu le coupes, puis tu l'envoies aux États-Unis, l'arbre. Après ça, aux États-Unis, eux autres, ils font un panneau avec. Ben, dans ce cas-là, toi, là, la valeur ajoutée est pratiquement rien. Tu as juste fourni l'arbre. Mais plus que tu fournis des objets qui sont transformés, plus que ça prend d'expertise pour faire ces objets-là, plus que l'objet vaut cher. Fait qu'au moment où tu l'exportes, c'est là que tu fais pas mal plus d'argent que si tu fais juste exporter des matériaux, des matières premières. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer si on veut créer des emplois puis exploiter nos ressources de manière durable. C'est assez simple, là. Puis le gouvernement parle pas de ça du tout dans son projet de loi 97. Ça me rentre pas dans la tête. Puis en plus, c'est ça. Ça fait. Dans les suites de l'erreur boréale, il y a 25 ans, c'est ce qu'on disait déjà, le rapport Coulomb, deuxième transformation, puis de donner plus de valeur à la ressource que tu sors. Mais bon, moi non plus, je suis pas un expert par rapport à ça. Je sais pas pourquoi qu'on le fait pas. Ça me semble être d'une logique implacable. Je sais qu'il y a le village de Sacré-Cœur sur la Côte-Nord là, qui ont embarqué dans cette dynamique-là. Mais pourquoi que c'est pas comme ça partout? C'est une méchante bonne question qu'il faudrait que ça soit des journalistes qui fassent ce job-là à un moment donné. Il y a des limites à ce que nous autres, on peut faire en discutant dans notre coin avec les ressources qui sont les nôtres. Mais je sais pas pourquoi que ça arrive pas comme ça. Non, j'ai de la difficulté avec ça aussi. Ben Fred, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce que je voulais aborder avec toi. On va suivre la suite de ta démarche parce que tu expliques bien que dans ta vidéo puis sur ta chaîne YouTube que tu veux continuer. Je pense que t'as-tu déjà commencé le travail pour la deuxième étape par rapport aux vidéos que tu veux faire sur le sujet? Ouais, dans le fond, là, le prochain documentaire, ça va être au sujet de la réforme du régime forestier, justement. Au début, je m'étais dit que je voulais le faire avec le projet de loi 97, mais là, on m'a dit qu'il y a des bonnes chances que ce projet-là revienne pas sur la table. Fait que je veux plus étudier la dynamique plus largement que le projet de loi 97 parce que l'industrie forestière va continuer de pousser pour avoir un projet de loi qui fait son affaire. Fait que je pense que ce sujet-là est quand même vraiment pressant. Puis je vais essayer de prendre ça dans une perspective, justement, de montrer quels sont les problèmes en ce moment, pourquoi est-ce que ce qui est proposé fonctionne pas, puis qu'est-ce qu'on pourrait proposer qui fonctionnerait. Fait que j'ai déjà fait quelques entrevues. Là. Une nouveauté que je vais faire avec ce documentaire-là, c'est que je vais pas juste parler tout le long. J'ai commencé à interviewer des gens qui vont intervenir dans le documentaire, des gens d'expertise, justement. Fait que ça va donner plus de crédibilité au sujet. Puis, dans le fond, c'est ça le documentaire. Fait que c'est sûr que moi, ça m'aide quand le monde regarde parce que, ben, premièrement, je fais ça pour aider les gens à se conscientiser puis à parler du sujet. Puis c'est ça qui va faire un changement au bout du compte, je pense, parce que c'est nos ressources publiques. Fait qu'il faut que le public soit au courant de comment on les gère.
Mais aussi, c'est sûr que moi, il faut que je mette de la bouffe dans le frigidaire. Fait que ça m'aide quand je regarde. Puis, tu sais, à un moment donné, il va falloir que j'aie du revenu avec ça. Fait que Ouais, ouais. j'ai ça à balancer. Puis là, tu vas pouvoir, avec ce nouveau documentaire-là, tu vas pouvoir nous répondre pourquoi qu'on fait pas de deuxième transformation. Puis Exact. Exact. tu vas voir les réponses. Hey, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis de m'avoir permis de pas juste me choquer tout seul dans mon coin. Ça fait du bien de parler à d'autres humains. Fait que quand tu seras prêt pour quand ton nouveau documentaire sera prêt, tu me feras signe puis on jasera de ça. Fait que voilà, je te dis au revoir, je te dis merci. Puis les gens qui nous regardent, allez voir, là, je vais mettre le lien là, dans la patente. Là. Allez voir ce premier documentaire-là de Fred, c'est vraiment génial. C'est important que les gens qu'on brise la méconnaissance populaire par rapport à ce qui se passe dans nos forêts. Lui, il s'est attaqué vraiment à la structure en haut. C'est vraiment, ça éclaire beaucoup et c'est important qu'on le fasse. Alors, mes chers amis, je vous dis à une prochaine fois, puis allez pitonner sur ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook, allez voir les affaires à Fred et voilà. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Salut.